Nous sommes à New Hope, en Géorgie, le 4 avril 1977. Mon mari m'a appelé pour me dire qu'il y avait de l'orage dans l'air. Boys, come on in now. Nasty weather's coming. Une terrible tempête traverse le sud des États-Unis. Sadie Hurst s'empresse de mettre ses enfants en sécurité. On a entendu un bruit épouvantable. Lorsque je suis arrivée en haut des escaliers, j'ai aperçu de la lumière rouge, comme s'il s'agissait d'un feu. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de l'accident. L'écrasement d'un DC-9 de Southern Airways vient de causer 72 morts. Boarding pass. Thank you. Good afternoon, sir. Good afternoon. May I see your boarding pass, please? Certainly. Just down the aisle on the right, sir. Enjoy your flight. Thank you. Boarding pass? 81 passagers sont montés à bord du DC-9 de Southern Airways à destination d'Atlanta, en Géorgie. Bon nombre d'entre eux proviennent des bases militaires avoisinantes. Depuis le début de la matinée, le commandant Bill McKenzie et son copilote Lyman Keel assurent un service de navette dans le sud des États-Unis. Who's got the lander? Not me, says the captain. Ignition, sir. Durant les longues journées de vol, les pilotes se partagent fréquemment les tâches. Le copilote Lyman Keel se chargera de cette étape du vol. C'est un ex-pilote de la marine qui travaille pour Southern Airways depuis 4 ans. Avant leur dernier décollage, les pilotes ont reçu un rapport des plus récentes conditions météo. Looks like you guys got a good one coming. Ce jour-là, on a effectué 13 atterrissages, ce qui représente beaucoup d'arrêts. Chaque escale durait de 20 à 30 minutes. On faisait la tournée du sud. Les vols ont été paisibles durant tout l'après-midi, mais la météo se gâte et l'équipage se prépare à essuyer des turbulences. Il pleuvait à Huntsville et on nous avait dit de ne pas faire le service à cause des turbulences. On n'a donc servi personne de Huntsville à Atlanta à une escale très courte. On était tous contents de se reposer. J'étais surpris qu'on décolle comme prévu. Je croyais qu'on allait rouler jusqu'à l'extrémité de la piste et attendre un bon moment à cause du mauvais temps. Mais ils ont tout de même décidé de décoller. À 15h54, le DC-9 décolle sous une pluie battante. Le vol en direction d'Atlanta devrait durer 25 minutes à peine. Tandis que l'avion de Southern Airways s'éloigne de Huntsville, le Service météorologique national constate que les conditions météo s'aggravent. Il a repéré de nombreuses tornades au sud des États-Unis. Les conditions météo sont souvent très dangereuses dans le sud-est des États-Unis. L'humidité et les températures élevées comptent pour beaucoup dans la formation des orages. Toute cette densité et cette convection d'air chaud causent d'importantes tempêtes, accompagnées de fortes pluies, de grêles, de verglas et de vents extrêmes. Bien entendu, tout ça peut dégénérer en tornades. La tempête inquiète les contrôleurs aériens de Huntsville. Southern Airways 242, I'm painting a line of weather which appears to be moderate to possibly heavy precipitation, starting about 5 miles ahead. Okay, we're in the rain right now. It doesn't look much heavier than what we're in right now, does it? It's not a solid mass, but it appears to be a little bit heavier than what you're in right now. En 1977, la plupart des avions de ligne sont équipés d'un radar météorologique Bendix. Lorsqu'il indique des zones lumineuses, les pilotes doivent les éviter, car elles indiquent du mauvais temps. I can't read that. Just looks like rain, Bill. What do you think? There's a hole. There's a hole right there. That's all I see. Les pilotes ont repéré une zone foncée sur l'écran radar. Il s'agit d'un corridor à travers la tempête.
Il croit pouvoir voler entre les orages à une altitude de plus de 14 000 mètres. Coming over, we had pretty good radar. I believe right straight ahead. There. The next few miles is probably the best way we can go. Tandis qu'il dirige l'avion vers la tempête, les pilotes reçoivent un message alarmant du contrôle de la circulation aérienne de Memphis. Attention, all aircraft. SIGMET. Tennessee, Southern Louisiana. Le terme SIGMET est utilisé pour signaler des conditions météo pouvant compromettre la sécurité des aéronefs. Here we go. Hold 'em, cowboy. Les pilotes regardent plus attentivement leur radar météo. It looks heavy. Nothing's going through that. Mystérieusement, l'ouverture que les pilotes avaient repérée a disparu. That's a hole, isn't it? It's not showing a hole, is it? Et la tempête s'aggrave brusquement. Je n'avais jamais entendu de la grêle tomber si fort. Le bruit qu'elle produisait contre les parois de l'avion était assourdissant. Le bruit était si fort, c'était un peu comme si j'étais enfermé dans un tonneau de métal sur lequel on lançait des pierres. Please keep your seatbelts fastened. We should be out of this shortly. Des morceaux de grêle gros comme des balles de baseball se fracassent contre le DC-9, fissurant son pare-brise. Les pilotes du vol 242 devaient crier pour se faire comprendre, car le bruit de la grêle s'écrasant sur la carlingue était épouvantable. Ils n'avaient jamais vécu une telle expérience. Which way do we cross here or go out? I don't know how we get through here, Bill. I know. You're just gonna have to go out. Yeah, right across that bend. All clear left, approximately right now. I think we can cut across there. Les pilotes cherchent désespérément une porte de sortie, mais tandis qu'ils luttent contre la tempête, la situation dégénère. Tous les systèmes électriques du DC-9 tombent en panne. Privé d'électricité, le copilote Keel doit maintenir la position de l'appareil sans horizon artificiel. Mais d'épais nuages cachent l'horizon et Lyman Keel n'arrive pas à relever sa position. Southern 242, what's your speed? Le contrôle de la circulation aérienne d'Atlanta tente d'entrer en contact avec le DC-9, mais il ne répond pas. Southern 242 Atlanta, what's your speed? Got it back. Got it back, Bill. Got it back. Got it back. Après 36 secondes d'obscurité, les systèmes électriques se remettent à fonctionner. Les instruments de bord et la radio sont à nouveau disponibles. Le contrôle de la circulation aérienne rejoint enfin les deux pilotes. Maintain 15,000, if you understand me. Maintain 15,000, Southern 242. Le vol 242 de Southern Airways doit voler à 4600 mètres, mais l'avion a déjà perdu près de 400 mètres d'altitude. We're trying to get it up there. En regardant à l'extérieur de l'avion, j'ai vu la grêle bosseler progressivement le capot et l'intérieur du moteur gauche. Il faisait de drôles de sons, comme s'il allait cesser de fonctionner. Okay, 242, we just got our windshield busted. We'll try to get it back up to 15. We're at 14. Southern 242, say you're at 14 now? Left engine won't spool. Our left engine just cut out. You say you lost an engine and busted a windshield? Yes, sir. My God. The other engine's going too. Got the other engine going too. Southern 242, say again. Stand by. We lost both engines.
Les deux moteurs sont tombés en panne. Le DC-9 était devenu un planeur. Un planeur qui perdait 17 mètres d'altitude par seconde. Get us a vector to a clear area, Atlanta. Lyman Keel ajuste sa trajectoire pour sortir l'avion de la tempête. Le commandant Mackenzie doit redémarrer les moteurs ou il sera forcé d'effectuer un atterrissage d'urgence. Sans moteur, l'avion de Southern Airways plonge rapidement vers le sol. Et la panne entraîne aussi une horrible conséquence. Habituellement, les moteurs fournissent l'électricité aux instruments de bord, à la radio et aux circuits hydrauliques. Mais lorsqu'ils sont en panne, plus rien ne fonctionne. APU deployed. L'APU, le groupe auxiliaire de bord, est la génératrice de secours du DC-9. Mais elle ne sera pas disponible avant un délai de 2 minutes. Quand le deuxième moteur s'est arrêté, je me demandais comment j'allais m'en sortir. Je savais que la queue d'un avion pouvait se briser durant un accident. J'ai décidé de m'asseoir dans les dernières rangées. There we go. Au bout de 2 minutes d'angoisse, le groupe auxiliaire de bord entre en action. Les pilotes n'ont toujours pas de moteur, mais ils ont récupéré leurs systèmes électriques. We lost both engines. How about getting us a vector to the nearest place? Le commandant Mackenzie demande qu'on le guide vers le prochain aéroport, car le DC-9 ne pourra voler pendant plus de 6 minutes. La base aérienne de Dobbins est à 32 km de distance. Elle dispose d'une piste d'atterrissage assez longue pour un DC-9 et des services d'urgence appropriés. Southern 242, Roger. Turn right heading 100. Will be vectors for a straight-in approach to Dobbins. Runway 11. What's Dobbins weather, Bill? How far is it? How far is it? Keel connaît très bien la base aérienne de Dobbins où il a reçu sa formation de pilote. Il est encore assigné comme réserviste de la marine et y atterrit souvent. Declare an emergency, Bill. Le fait que Lyman Keel connaisse bien la base de Dobbins représente le seul espoir des pilotes. C'était une journée magnifique. Les enfants faisaient de la bicyclette dehors. Mon mari travaillait à Atlanta, mais il écoutait la station de radio de Huntsville. Il m'a appelé afin de me prévenir de l'orage qui s'approchait pour que je puisse faire rentrer les enfants. Boys, come on in now. Nasty weather's coming. Come in now. All right, flashlights and batteries, Stephen. En général, les tornades sont accompagnées de nuages foncés, de fortes pluies et de grêles, mais on n'avait rien vu de tel. L'avion de Southern Airways réussit finalement à sortir des nuages orageux. À 2100 mètres d'altitude, le DC-9 amorce une descente régulière. Get those engines started. Avec des moteurs en panne, la charge de travail des pilotes augmente considérablement. Dans ce cas-ci, c'est le copilote qui était aux commandes et qui manœuvrait l'avion. De son côté, le commandant consultait la liste de vérification et tentait de découvrir la panne. J'ignorais ce qui se passait, mais je savais que ça allait mal. Je me suis rendue au poste de pilotage pour leur dire qu'on était prêt à affronter la situation. Just don't stall this thing out. No, I won't. Bill, what's going on? Not now, Kathy. Sit down. Ils avaient peur. Je l'ai compris au ton de leur voix. J'ai compris que la situation était très dangereuse, sans en connaître les détails. L'avion vole maintenant à 1400 mètres. Il devra parcourir 27 km avant d'atteindre la base aérienne de Dobbins. Ask him if there's anything between here and Dobbins. What? Ask him if there's anything between here and Dobbins. Is there an airport between our position and Dobbins? Southern 242, no, sir. Closest airport is Dobbins.
Le copilote Lyman Keel ne croit pas qu'il pourra se rendre jusqu'à la base de Dobbins. L'avion a perdu trop d'altitude. I doubt we're going to make it, but we're trying everything to get something started. Roger. Well, there is Cartersville. You're about 10 miles south of Cartersville, 15 miles west of Dobbins. Keel veut atterrir au plus vite, et Cartersville semble la meilleure option. We'll take a vector to that, yes. We'll have to go there. Can you give us a vector to Cartersville? All right, turn left heading 360. Will be direct vector to Cartersville. Les contrôleurs aériens d'Atlanta n'envisagent aucune autre option. Ils déroutent le vol 242 vers l'aéroport de Cartersville. Je me suis rendu compte que j'étais dans une situation d'urgence et que la mort était imminente. Mais je me suis dit que j'allais mettre toutes les chances de mon côté. J'ai donc essayé de me faire des couches protectrices à l'aide de mon manteau de cuir, ainsi que des couvertures et des oreillers que j'avais récupérés plus tôt durant le vol. Quant aux habitants de New Hope, ils doivent faire face à une autre menace, les tornades. On jouait dehors depuis 1 heure ou 2 quand ma mère nous a fait rentrer à la maison à cause d'une tempête. Une fois à l'intérieur, elle nous a expliqué la situation et fait descendre à la cave pour plus de sécurité. Le DC-9 de Southern Airways a perdu beaucoup trop d'altitude et les pilotes comprennent qu'il ne volera jamais jusqu'à Cartersville. Ils doivent atterrir d'urgence. I'm picking out a clear field. Bill, you have to find me a highway. Let's get the next clear open field. No, Bill! See a highway over there. No cars. Right there, is that straight? No. We'll have to take it. Le copilote Lyman Keel a choisi une piste d'atterrissage à haut risque. Lyman Keel a décidé d'atterrir sur l'autoroute d'État 92 en Géorgie. Le commandant Mackenzie communique la mauvaise nouvelle au contrôleur aérien d'Atlanta. We're putting it on the highway. We're down to nothing. Le vol 242 est à court de temps. Sweet Jesus. Le copilote prépare le DC-9 pour un atterrissage d'urgence sur l'autoroute menant à New Hope, en Géorgie. Flaps. They're down to 50. Oh, God, Bill. I hope we can do it. Le copilote ignore totalement comment faire atterrir un DC-9 en panne de moteur. Il devra donc improviser. Lyman Keel était un jeune homme qui venait de revenir de l'Asie du Sud-Est, où il avait servi dans l'aéronaval. Il connaissait toutes les subtilités d'un atterrissage nocturne sur un porte-avions dans la mer de Chine occidentale. Mais il était quand même sur le point de relever le plus grand défi de sa carrière de pilote. I'm gonna land right over that guy. There's a car ahead. I got it. I got it now. I got it. Brace for impact! L'avion de Southern Airways se pose finalement sur l'autoroute 92. Au début, l'atterrissage s'est déroulé sans problème et assez tranquillement, comme si tout allait rentrer dans l'ordre. Mais soudain, l'avion s'est redressé, puis est redescendu, violemment. L'avion s'écrase au milieu de New Hope. Avant que l'avion ne s'immobilise, le feu s'est répandu dans la cabine. Je sentais mon visage brûler, même si je l'avais couvert de mon manteau de cuir. On a entendu un bruit épouvantable. D'énormes débris du DC-9 de Southern Airways jonchent le sol de New Hope. Come on, damn it. J'ai finalement réussi à détacher ma ceinture de sécurité et je me suis ensuite tourné vers la queue de l'avion où j'ai aperçu de la lumière.
Je me suis levé et j'ai couru vers elle. Je n'arrivais pas à croire que j'avais survécu. Je ne pouvais pas y croire. Lorsque je suis revenue à moi, c'était le chaos. J'étais affalée tout près de la porte avant, à côté du vestiaire et des sièges de service. Toutes les parois avoisinantes s'étaient affaissées. Elles formaient une petite boîte pyramidale et il y avait juste assez de place pour moi à l'intérieur. J'ai aperçu un fragment de lumière et je me suis dirigée vers elle. Sa collègue Sandy Pearl est elle aussi parvenue à sortir de l'avion en flammes. Elle se porte au secours des passagers. Les survivants tentent tant bien que mal de fuir l'épave. Lorsque je suis arrivée en haut des escaliers pour fermer la porte, j'ai aperçu de la lumière rouge, comme s'il s'agissait d'un feu. J'ai alors compris ce qui s'était passé. J'ai vu de la fumée et des flammes. Mais les gens qui se dirigeaient vers moi ne pleuraient pas, ils ne criaient pas, ils étaient très calmes. Tout était embrasé et des gens couraient vers une maison. I need to use your phone. Je voulais appeler les services d'urgence locaux ou les gens de Southern Airways pour leur dire qu'on avait besoin d'aide. Ils entraient tous, l'un après l'autre. You, help her. Lorsque je suis revenue dans la cuisine, j'étais entourée de survivants. Ils savaient qu'ils étaient dans une maison et je suppose qu'ils se sentaient en sécurité, mais ils avaient besoin d'aide. J'étais encore bouleversée, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour les aider. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je regardais les arbres et les débris d'avions brûlés sans faire un geste. C'était tellement surréaliste. Je n'avais jamais rien vu de semblable. Et je préférerais ne pas revivre l'expérience. « 72 personnes, dont les pilotes Lyman Kill et Billy Mackenzie, ont péri dans les décombres du DC-9 de Southern Airways. Peu de temps après la tragédie, les enquêteurs ont découvert qu'une succession d'erreurs et de coïncidences avait causé cette catastrophe. Southern Flight 242 crashed after the DC-9 jet lost power in both engines. The plane had just flown through a violent hailstorm on a flight from Huntsville, Alabama to Atlanta. I saw the plane as it came veering down, hit the treetops. We thought it was a tornado at first. Vehicles, people that was in this grocery store yard and vehicles, it actually hit them. Les enquêteurs du NTSB, le Conseil national de la sécurité des transports, arrivent sur les lieux quelques heures après l'accident.
Les enquêteurs doivent toujours s'interroger sur les différents aspects d'un accident. Dans ce cas-ci, le NTSB devait enquêter sur les conditions météo et les raisons de la panne des deux moteurs. Certes, le vol 242 avait traversé une tempête monstrueuse, mais pourquoi des pilotes bien au fait des conditions météo dangereuses du sud des États-Unis s'étaient-ils dirigés droit vers elle? That's a hole, isn't it? It's not showing a hole, is it? Les enquêteurs écoutent l'enregistreur de conversation pour entendre les décisions des pilotes au moment où ils pénétraient dans la tempête. That's a hole, isn't it? It's not showing a hole, is it? Les enquêteurs apprennent que les pilotes se fiaient trop à leur radar météo. Et le radar semble les avoir induits en erreur. All clear left, approximately right now. I think we can cut across there. L'affaiblissement de signal était l'une des limites du radar météo utilisé par les pilotes du vol 242. Le faisceau qu'il envoyait pour observer les conditions météo revenait diffus. Donc, le radar ne reflétait pas fidèlement ce qui se passait. Le radar météo envoie des ondes radioélectriques qui rebondissent sur les nuages de la tempête pour ensuite revenir vers l'avion. Mais sous une pluie intense, les ondes peuvent dévier et se perdre. Et il est possible que le radar prenne ce changement pour une zone dégagée. Ces inexactitudes peuvent être difficiles à repérer. Si les pilotes comptent uniquement sur le radar météo pour les guider au cœur d'une tempête, ils risquent de prendre des décisions basées sur des informations erronées. La tempête qui a déferlé sur le vol 242 de Southern Airways était l'une des pires à sévir depuis 3 ans aux États-Unis. Les pilotes ont dû manœuvrer leur avion sous une pluie torrentielle, accompagnée d'une forte grêle. Keel et Mackenzie ont cru voler en direction d'un passage dégagé, mais en réalité, ils ont jeté leur appareil au cœur de la tempête. The other engine's going too. Got the other engine going too. Southern 242, say again. Stand by. We lost both engines. Les moteurs du DC-9 sont tombés en panne lorsqu'il a traversé la tempête. Mais ils avaient été conçus pour encaisser d'énormes quantités de pluie et de grêle, et ils n'auraient jamais dû tomber en panne, en dépit des mauvaises conditions météo. Les enquêteurs examinent les moteurs ravagés du DC-9 afin de trouver des indices. Ils veulent savoir si une défaillance mécanique a pu causer la double panne. Au départ, le rôle des moteurs dans l'accident me laissait perplexe. Mais j'avais hâte de me rendre sur place et de voir moi-même ces moteurs pour vérifier s'ils ne présentaient pas une défaillance visible à l'œil nu. Le fabricant des moteurs Pratt & Whitney délègue Al Weaver comme expert conseil auprès du NTSB. On expédie les moteurs à l'aéroport d'Atlanta pour une inspection approfondie. Lorsqu'ils ont fait basculer les moteurs en les soulevant dans le hangar, j'ai entendu le tintement des fragments qui tombaient sur le sol. Je me suis penché pour les ramasser. Il s'agissait des vestiges des pales du compresseur haute pression qui est logé tout au fond du moteur. Weaver vient de découvrir que les morceaux tombés du moteur étaient en fait les pales brisées du compresseur. Les moteurs à réaction utilisent de l'air compressé pour la combustion. À l'intérieur du moteur, 2 compresseurs distincts sont composés de dizaines de pales en acier. Les pales tournent rapidement et projettent l'air vers l'arrière. L'air compressé est enflammé dans la chambre de combustion, créant ainsi la poussée. Al Weaver remarque que les pales du compresseur du DC-9 sont lourdement endommagées. Leur courbure révèle à l'enquêteur qu'elles ont été endommagées en vol et non lors de l'écrasement. La détérioration des pales, qu'on pouvait observer à l'œil nu, avait été causée par le pompage répété du moteur. Un pompage se produit lorsque le flux d'air circulant dans le moteur est interrompu. La pression s'accumule entre les compresseurs et non derrière eux. Sans la contre-pression, l'air provenant de la chambre à combustion se déplace vers l'avant du moteur, dont l'alimentation est brièvement interrompue. Les enquêteurs doivent ensuite découvrir si le pompage répété a été causé par la grande quantité de pluie qui s'est introduite dans les moteurs.
Lorsque la pluie entre dans le moteur, il doit la convertir en gaz avant de l'évacuer. Ce procédé consomme beaucoup d'énergie et ralentit les moteurs. Les enquêteurs concluent que la conversion de l'eau consommait trop d'énergie et empêchait les générateurs de fonctionner, ce qui a causé la première panne d'électricité. Mais ils ne comprennent toujours pas pourquoi les moteurs sont tombés en panne. Pour en avoir le cœur net, ils devront recréer une tempête. Al Weaver veut savoir si la pluie abondante a pu provoquer une panne complète des moteurs. L'équipe d'enquête tente une expérience. Elle expose un moteur du même type que ceux du DC-9 à un air qui contient 14 % d'eau. Okay. Engines at 3/4 throttle. Let's begin. Ils projettent d'énormes quantités d'eau dans le moteur. Et ils le font tourner au ralenti en augmentant son débit progressivement jusqu'à la pleine puissance. Okay, that's it. Shut it down. La pluie n'était pas la seule responsable du pompage qui avait détruit les moteurs. Thanks very much, gentlemen. Durant l'essai, le moteur fonctionnait normalement. On n'a dépisté aucune anomalie. Aucun des membres de l'équipe ne pouvait imaginer l'infiltration d'une plus grande quantité d'eau dans les moteurs du DC-9 et nous avons décidé de chercher ailleurs. L'essai d'ingestion d'eau suggère une autre hypothèse aux inspecteurs. That's a hole, isn't it? It's not showing a hole, is it? La grêle. Plusieurs survivants ont révélé avoir vu des grêlons de la taille d'une balle de baseball. Cette grêle violente a réussi à fissurer un pare-brise de 3,5 cm d'épaisseur. Weaver remarque les dommages importants causés par la grêle sur les capotages du moteur. En examinant la face avant du moteur, on a observé que le capotage intérieur et la tuyère centrale, deux composantes en aluminium qui dirigent l'écoulement d'air dans le moteur, étaient complètement bosselés. On a donc soupçonné que la grêle avait pu jouer un rôle important dans l'écrasement. L'enquêteur sait que seule une force très puissante a pu endommager les pales en acier du compresseur. Les résultats des tests nous ont appris que la grêle seule n'avait pas pu endommager les moteurs. Elle pouvait tout au plus bosseler leur revêtement extérieur. Des précipitations intenses et un capot endommagé ont pu interrompre le flux d'air et provoquer un pompage. Mais ils n'ont pas pu détruire les moteurs. Weaver croit que les grêlons ont peut-être obstrué une sortie essentielle au moteur, les soupapes de purge. Lorsque la pression s'accumule entre les deux compresseurs, les soupapes de purge s'ouvrent automatiquement pour l'évacuer et stopper le pompage. Si les soupapes en question sont bloquées, le pompage des moteurs se produira à intervalles réguliers. Quand les sauts de régime ont commencé à affecter les moteurs, les pilotes auraient dû ramener la manette des gaz au ralenti pour mettre fin au pompage. Weaver tourne son attention vers l'enregistreur de conversation et il découvre que la situation a peut-être contraint les pilotes à utiliser une tactique contraire. Maintain 15,000, Southern 242. We're trying to get it up there. Weaver apprend que les pilotes devaient faire grimper leur appareil au cœur de la tempête. Maintain 15,000, if you understand me. Maintain 15,000, Southern 242. Pour gagner de l'altitude, le commandant devait augmenter la puissance des moteurs, ce qui a aggravé la situation. Dans de telles circonstances, si on n'arrête pas le pompage, l'intérieur du moteur va se désintégrer. We're trying to get it up there. Pousser la manette des gaz ne fera qu'empirer la situation. Les soupapes de purge sont bloquées par la grêle et la pression s'accumule. Elle plie les pales du compresseur jusqu'au point de rupture. Left engine won't spool.
Après la rupture des pales du compresseur, ils n'avaient aucun espoir de récupérer les moteurs. Les enquêteurs savent maintenant pourquoi les pilotes ont mal interprété la tempête et pourquoi leurs moteurs sont tombés en panne. Mais ils ignorent pourquoi on ne les avait pas informés de la terrible tempête qui traversait leur trajectoire de vol. Who's got the landing? Not me, just the captain. Ignition, sir. Les pilotes avaient bel et bien reçu un rapport des conditions météo avant le décollage de Huntsville, mais l'information datait de plusieurs heures. Looks like you guys got a good one coming. Les répartiteurs de Southern Airways ne disposaient pas des dernières informations. Ils n'avaient pas accès au système de mise à jour du Service météorologique national des États-Unis. Ils devaient téléphoner pour obtenir les dernières infos météo. Ce jour-là, le répartiteur a bien téléphoné, mais il n'a pas pu joindre le service et il n'a jamais rappelé. Il n'a donc pas pu informer l'équipage technique du vol 242 de la tempête imminente. Southern Airways 242, I'm painting a line of weather which appears to be moderate to possibly heavy precipitation, starting about 5 miles ahead. Les autorités de Huntsville auraient-elles pu leur donner de meilleures informations météo? Absolument. Mais elles ont quand même émis un avertissement de tempête ou de forte pluie au-dessus de leur aéroport. Leur zone de responsabilité était d'environ 40 000 marins et la tempête qui menaçait le vol 242 était hors de leur portée. Ignorant des conditions météo et induits en erreur par les images radars, les pilotes Bill Mackenzie et Lyman Keel ont précipité leur avion au beau milieu des nuages orageux. La pluie abondante et la grêle ont lourdement endommagé leurs moteurs. En désespoir de cause, les pilotes ont opté pour l'atterrissage d'urgence. De plus, en analysant le plan de vol du DC-9, les enquêteurs découvrent une omission mortelle. Entre la panne complète des moteurs et l'atterrissage forcé à New Hope, environ 9 minutes se sont écoulées. En termes clairs, cela veut dire qu'ils avaient 7 minutes pour évaluer la situation avant d'opter pour l'atterrissage forcé sur l'autoroute. Après la panne, les pilotes ont effectué un virage à 180 degrés vers l'ouest dans l'espoir d'échapper à la tempête. Mais cette nouvelle trajectoire éloignait le DC-9 de la base aérienne de Dobbins. Ce virage a sorti l'avion de la tempête de grêle, mais l'a détourné d'une bonne piste d'atterrissage. Les pilotes ont également perdu plusieurs minutes de vol. Après avoir échappé à la tempête de grêle, les pilotes ont pu reprendre leur route vers Dobbins. Is there an airport between our position and Dobbins? Southern 242, no, sir. Closest airport is Dobbins. Si les pilotes avaient conservé leur trajectoire vers Dobbins au lieu de chercher un autre aéroport, ils auraient amélioré leurs chances de survie. Southern 242, roger. Turn right heading 100. We'll be vectors for a straight-in approach to Dobbins. Runway 11. Lorsque le commandant Mackenzie reçoit ces instructions, le DC-9 s'est déjà trop éloigné de la base de Dobbins. Et il vole trop bas pour avoir la moindre chance d'y atterrir. Mais le vol 242, son équipage et ses passagers auraient quand même pu être sauvés. Stupéfaits, les enquêteurs apprennent qu'au moment où les contrôleurs aériens les déroutaient vers la base aérienne de Dobbins, les pilotes survolaient l'aéroport Cornelius Moore. Je pensais qu'on allait atterrir à Cornelius Moore, un aéroport que je connaissais bien puisque je voyageais fréquemment entre Decatur et Atlanta. Les enquêteurs apprennent que l'aéroport Cornelius Moore était hors de portée du radar des contrôleurs d'Atlanta, qui ignoraient même son existence. Les contrôleurs aériens n'ont pas dérouté le DC-9 vers cet aéroport, car ils ne le voyaient pas sur leur écran radar. J'étais choqué d'apprendre que les contrôleurs aériens d'Atlanta ignoraient l'existence de l'aéroport Cornelius Moore à Cartersville. On était à 5 ou 7 kilomètres d'un endroit où il y avait une piste de 1200 mètres.
Même si certains contrôleurs croyaient cette piste trop courte, elle aurait été préférable à une autoroute. J'étais très en colère quand je l'ai appris. Cette erreur a coûté des vies humaines, ce qui m'a vraiment attristée. Le NTSB conclut que la panne des moteurs et le peu d'informations concernant les conditions météo ont causé l'écrasement du vol 242 de Southern Airways. Le NTSB recommande immédiatement l'amélioration des systèmes radars météorologiques des avions et des tours de contrôle afin de donner un meilleur aperçu des conditions atmosphériques. De nos jours, les avions de ligne sont équipés d'un radar météo dont les couleurs varient selon l'intensité des précipitations. L'écrasement du vol 242 a également appris aux équipes techniques à mieux utiliser leurs moteurs au cœur de violentes tempêtes. Les pilotes doivent comprendre qu'il ne faut pas laisser les moteurs pomper à répétition. Si c'est le cas, peu importe la raison, les pilotes doivent stopper le pompage pour sauvegarder les composantes internes du moteur. Après une tragédie aérienne, les enquêteurs veulent toujours savoir si des vies humaines auraient pu être épargnées. On évalue toujours les facteurs de survie d'un accident aérien. On peut dire, par exemple, que le design des sièges a contribué à la survie des passagers. Mais il n'y a pas de statistiques prouvant qu'il est plus sécuritaire de s'asseoir à l'avant, au milieu ou à l'arrière d'un avion. Dans le cas du vol 242, le passager Don Foster a eu l'idée de mettre son manteau de cuir sur sa tête et de placer un oreiller entre son visage et le siège de la rangée précédente. Ces gestes ont probablement réduit la gravité de ses blessures et lui ont peut-être même sauvé la vie. Le NTSB croit même que si les agents de bord avaient distribué des oreillers et des couvertures aux passagers, le nombre des victimes aurait été moins élevé. Tous les accidents d'avion nous renseignent, et le vol 242 n'a pas fait exception. Il nous a d'abord appris que les communications de la FAA, de Southern Airways et du poste de pilotage du DC-9 laissaient à désirer. Mais il nous a surtout appris à respecter la puissance de Mère Nature. 30 années ont passé depuis que le DC-9 de Southern Airways s'est écrasé sur la petite communauté de New Hope. Depuis l'accident, les survivants se rassemblent tous les 10 ans dans une église de New Hope. Ils se souviennent des morts et s'aident mutuellement à supporter la tragédie. Peu de groupes de survivants se sont rassemblés aussi longtemps. Après l'accident, j'ai eu de la difficulté à comprendre comment j'avais pu survivre. Au bout de quelques mois, j'ai cessé de m'interroger. J'avais eu droit à une deuxième chance. J'ai compris l'importance de la famille et j'ai décidé de profiter de la vie. Je peux encore sentir les odeurs, entendre le bruit de l'accident et voir ces gens s'approcher de ma maison. Le moindre déclencheur me plonge dans mes souvenirs et mes émotions demeurent aussi vives. Je ne peux rien y faire, je ne les provoque pas, je ne peux pas les étouffer. D'une certaine façon, cette tragédie m'a aidé à mieux profiter de la vie. Cela peut paraître étrange, mais j'ai mené une vie meilleure grâce aux leçons que j'en ai tirées. May this service do honor to these dear loved ones, and may it bring comfort and peace to we who remain.
Le voyage inaugural d'un luxueux jet est perturbé en plein vol. L'avion a perdu une partie de son aile. La situation était manifestement critique, très critique. Les pilotes doivent poser l'appareil endommagé. Mais les ennuis continuent, même après l'atterrissage. L'équipage est mis en garde à vue et interrogé par la police. Malgré lui, ce petit jet a déclenché la pire crise de l'histoire de l'aviation brésilienne. Nous sommes le 29 septembre 2006 à São José dos Campos, au Brésil. 3, 2, 1! C'est un jour de célébration au siège social d'Embraer. L'avionneur brésilien vient de vendre un tout nouveau jet privé à XLR, un affréteur américain. Le prix de vente, 25 millions de dollars. Le Legacy est un jet régional modifié. Sa cabine a été reconfigurée pour assurer un maximum de confort et il peut accueillir jusqu'à 13 passagers. Depuis sa conception, il y a 4 ans, Embraer a vendu une centaine de ces jets modifiés. XLR a l'intention d'utiliser ce jet pour transporter des clients partout dans le monde. Mais la société Embraer doit d'abord l'envoyer aux États-Unis. Joseph Lepore et John Palladino seront aux commandes du jet durant son voyage inaugural. Ils séjournent au Brésil depuis 2 semaines et se sont familiarisés avec ce nouvel avion. Embraer a invité Joe Sharkey, un journaliste du New York Times, à rentrer chez lui à bord du Legacy. L'appareil devait être livré aux États-Unis et on m'a donc gentiment offert le voyage de retour. Avant de se rendre à New York, le Legacy doit faire escale à Manaus, dans le nord du Brésil. Une demi-heure après le décollage, le jet privé vole au-dessus de la jungle brésilienne, en plein cœur du pays. À 15h50, les pilotes établissent le contact avec le centre de contrôle aérien de Brasilia, situé à une centaine de kilomètres de leur position. Brasilia, November 600 X-ray Lima, flight level 370, good afternoon. PAW229, race altitude 3952, race altitude, yes, roger. Les contrôleurs aériens du centre de Brasilia gèrent 75% du trafic aérien brésilien. Aujourd'hui, ils devront contrôler le vol du Legacy et d'une foule d'autres avions. Tous les vols gérés par le centre de contrôle aérien de Brasilia s'affichent sur des écrans d'ordinateur sous la forme d'un cercle qui reflète le mouvement de l'avion. L'ordinateur affiche également l'altitude actuelle de l'avion et celle qu'on lui a assignée. November 600 X-ray Lima. Squawk ident. Roger. Le copilote Palladino envoie un signal au contrôleur aérien. Ils sauront ainsi que les données affichées à l'écran correspondent bien au Legacy. Une heure plus tard, le vol se déroule toujours sans encombre. Brasilia, November 600 X-ray Lima. Mais le copilote Palladino n'arrive plus à communiquer avec le centre de contrôle de Brasilia. Brasilia, November 600 X-ray Lima. La fréquence qu'il a utilisée une heure plus tôt semble hors d'usage. Il décide de changer de fréquence. Brasilia, November 600 X-ray Lima. November 600 X-ray Lima. Après 12 tentatives, le copilote établit finalement la communication. Un nouveau contrôleur lui indique les radiofréquences qui lui permettront de communiquer avec la tour de contrôle. Contact 1, 2, 3, decimal 3, 2. Unable 1, 2, 6, decimal 5. I'm sorry, I didn't get the last 2. Sorry, say frequency one more time for November 600 X-ray Lima.
Le Legacy perd encore une fois tout contact radio. Tandis que les pilotes tentent de rétablir la communication avec Brasilia, l'avion poursuit sa trajectoire. Il est presque 17 heures. Soudain, j'ai entendu un bruit extrêmement fort. Je crois que j'ai été complètement sonné pendant un moment. What the hell is that? You just fly the airplane, dude. They're in an emergency. Sit down back there! Personne ne comprend ce qui s'est passé. Mais lorsque Sharkey regarde par le hublot, il a une vision d'horreur. Un bout d'aile était arraché, ses bords étaient en dents de scie, comme si elle avait été déchiquetée par une force inconnue. La situation était critique, très critique. Plus expérimenté que son collègue aux commandes d'un jet modifié, le copilote Palladino prend la relève. Just let me fly the thing, dude. All right? We're descending, I want to get down. Okay, it's yours. Les pilotes n'ont pas établi le contact avec la tour de contrôle. November 600, X-ray Lima, declaring an emergency. Do we have a wingtip? No! Damn it. Le bout d'une des ailes du Legacy est sur le point de se désintégrer. L'écoulement d'air ne s'effectue pas normalement sur cette aile. Okay? Tandis que l'avion entame sa descente, les passagers observent l'aile endommagée qui se désintègre de plus en plus. On était tous très préoccupés. L'aile avait reçu un tel choc que son intégrité structurelle était menacée. Son bord d'attaque était visiblement sur le point de se disloquer. L'aile abîmée empêche les pilotes d'effectuer un virage abrupt. Si elle subit trop de tension, elle risque de s'arracher. La forêt amazonienne représente un mauvais terrain d'atterrissage. C'est une jungle très dense, dépourvue de la moindre clairière. Je ne voyais qu'une immense forêt et je me suis demandé, mais où va-t-on atterrir? Quelques heures après son inauguration, le Legacy va se poser en catastrophe. Bientôt, le pilotage de Joseph Lepore et Gian Palladino sera remis en question par le Brésil tout entier et le verdict sera sans pitié. Please answer, November 600, X-ray Lima. State your emergency. November 600, X-ray Lima, declaring an emergency. We need to land at Sierra Bravo Charlie Charlie. Is that your airport? Affirmative. Do you know how long your runway is? 2600 meters. Stand by. 2600, that's good, right? 8,000 feet? Okay, we're coming in. We're declaring an emergency. This is November 600, X-ray Lima. Did you see something? Something hit us. La piste est assez longue pour permettre un atterrissage, mais les pilotes ignorent ce qui se passera lorsque l'avion aura touché le sol. Au beau milieu de la forêt tropicale, j'ai aperçu une mince ligne brune qui se trouvait environ à 3 km. Puis j'ai entendu Joe dire qu'il y avait un aéroport. Sierra Bravo, we see you. We're coming in. La découverte d'un aéroport a été un véritable coup de chance, mais la crise n'est pas terminée pour autant. Les pilotes doivent d'abord poser le Legacy en toute sécurité et les deux pilotes ne pourront pas se payer le luxe d'un atterrissage de routine. Hold it, let's dump the flaps at the top of the flare, right? So give me 9 on the flare. 9. Le déploiement des volets augmente la superficie des ailes et génère plus de portance. Cette manœuvre ralentit ainsi la vitesse de l'avion. Yeah, I'm good. I'm good. Mais les pilotes veulent éviter que l'aile endommagée subisse trop de tension. Ils devront donc ajuster les volets au dernier moment, durant une approche à très grande vitesse. Cet atterrissage s'est fait à une vitesse beaucoup plus élevée que la normale. Ça nous a permis de constater à quel point l'avion se déplaçait rapidement. Quand on s'est approché du sol, les arbres s'éloignaient tellement vite que j'avais l'impression de voir défiler un décor de cinéma. Je me suis dit, j'espère que la piste sera assez longue. Le copilote freine brutalement. Good. Good. You got it. Hold it. Et finalement, l'avion ralentit. Good job. Oh man. Une fois l'appareil immobilisé sur la piste, ses moteurs éteints, la cabine a été envahie par un silence apaisant. Tout était redevenu calme. Pendant plus de 25 minutes, le jet modifié a continué son vol avec un fragment d'aile et une section arrière endommagée.
À des milliers de mètres au-dessus de la forêt tropicale, un objet non identifié a heurté l'appareil. Mais l'odyssée des passagers n'est pas terminée pour autant. En détresse, le Legacy a dû atterrir sur une base militaire et des soldats brésiliens ont au fait de confisquer les passeports de tous les voyageurs. L'équipage et les passagers sont escortés à la base aérienne voisine. L'atterrissage d'urgence du Legacy a causé une véritable commotion au centre de contrôle aérien de Brasilia, mais les contrôleurs devront bientôt affronter un nouveau problème. Un autre avion manque mystérieusement à l'appel. Le vol GOL 1907 n'apparaît pas sur les radars. Il s'agit d'un Boeing 737 qui transporte 154 personnes. Il est en vol depuis 2 heures et devrait donc être à peu de distance de Brasilia. Pourtant, les contrôleurs aériens n'en voient aucune trace sur leurs écrans radars. Ils communiquent avec les contrôleurs aériens de Manaus. On était tous très nerveux. Mes collègues ne savaient pas quoi dire, car ils ignoraient ce qui s'était passé. L'épave du vol GOL 1907 est repérée à une centaine de kilomètres de la base militaire. Les débris de l'appareil jonchent le sol de la jungle. Dans les jours qui suivent la tragédie, des militaires sont dépêchés sur les lieux de l'écrasement du vol 1907. La jungle est si dense qu'ils ont du mal à avancer. On dégage rapidement une aire d'atterrissage d'hélicoptères. Malheureusement, il est bientôt évident qu'aucun passager n'a survécu. 154 personnes ont péri dans la catastrophe. Il s'agit de la pire tragédie aérienne de l'histoire de l'aviation brésilienne. Que s'est-il passé dans le ciel de l'Amazonie? Les enquêteurs vont affronter une tâche colossale. Le colonel Rufino Ferreira supervisera l'enquête de cette tragédie. Un enquêteur doit toujours garder l'esprit ouvert. Il ne peut pas amorcer une enquête avec des idées préconçues. Donc, en arrivant sur les lieux d'accident, on savait une seule chose. Il s'agissait bien de l'avion disparu. Les débris du vol 1907 se sont dispersés sur une distance de 2 km. L'étalement de l'épave signale aux enquêteurs que l'avion était déjà en pièces au moment de l'impact. L'aéronef s'est désintégré en plein vol et ses débris se sont ensuite écrasés. Aucun dommage ne peut être attribué à l'impact. L'appareil était complètement démantelé quand il a heurté le sol. Le colonel Ferreira devra retrouver les 2 boîtes noires du Boeing s'il veut reconstituer les derniers moments du vol GOL 1907. Trois jours après la tragédie du vol 1907, l'enregistreur de données de vol est retrouvé. L'enregistreur de poste de pilotage est également récupéré, mais il a été sérieusement endommagé. L'accident a tellement été violent que le module de mémoire s'est séparé de l'enregistreur. Les enregistreurs modernes n'utilisent plus de cassettes audio. Les voix sont plutôt enregistrées sur une mémoire numérique. Mais cette mémoire ne se trouve plus dans la boîte noire. Sans cette précieuse pièce, l'enregistreur de poste de pilotage ne leur sera d'aucune utilité. Tandis que l'équipe de sauvetage cherche le module manquant, l'enquêteur Ferreira étudie les informations de l'enregistreur de données du 737. Il apprend que l'avion volait à une altitude de 11 275 mètres et qu'il se trouvait dans sa trajectoire à son altitude assignée. Puis, sans avertissement, le 737 s'est incliné et a brutalement plongé vers le sol. La catastrophe semble avoir été soudaine et inévitable.
L'enregistreur révèle également que l'avion a vrillé 11 fois avant de s'écraser. Manaus, I can't see gold. There isn't any gold with us here. It's on its way. So it's already in my area? For over half an hour. Les enquêteurs interrogent les contrôleurs aériens pour connaître les détails des derniers instants du vol 1907. There was no mayday. In fact, we never had contact with the gold jet. Selon les contrôleurs aériens, le Boeing n'a envoyé aucun signal de détresse. Il a simplement disparu. L'enquêteur Ferreira examine les données recueillies par le centre de contrôle aérien le jour de l'accident et n'y trouve aucune trace du vol. Mais la trajectoire du Legacy attire son attention. Le jet modifié semblait voler de façon irrégulière. Les signaux radars révèlent qu'au lieu de conserver une altitude stable, le Legacy perdait et reprenait constamment de l'altitude. Les pilotes du Legacy ont peut-être effectué ces manœuvres pour éprouver les capacités du nouvel aéronef. Dans ce cas, leur manœuvre téméraire aurait pu provoquer une collision avec le Boeing. Lorsque cette information est diffusée, elle fait la manchette de tous les journaux du pays. La population a trouvé injuste le fait que le petit jet modifié ait pu effectuer un atterrissage forcé, tandis que le Boeing 737 chargé de 154 vies humaines s'écrasait en Amazonie en ne laissant aucun survivant. Aucune accusation n'est retenue contre les deux pilotes, mais ils sont détenus dans une chambre d'hôtel brésilienne durant toute la durée de l'enquête. L'enquêteur Ferreira veut savoir tout ce que les deux hommes ont pu dire ou faire pendant le vol. Look, we were proceeding northwest on course to Manaus at 37,000 feet. Okay, we were attempting to contact Brazilian control. Were you changing altitude? No. Did you say you were flying at 37,000 feet? Yes, that's right. Flight level 370. We never moved from that. Après avoir étudié les données de l'enregistreur de vol du Legacy, le colonel Ferreira corrobore la version des pilotes. Même si le radar terrestre affichait une trajectoire de vol instable, l'enregistreur a prouvé que l'avion a toujours conservé la même altitude. Mais la trajectoire du vol du Legacy n'est pas hors de cause pour autant. Le jet modifié volait en direction de Manaus, au nord. Le Boeing 737 se dirigeait vers le sud. L'enquêteur note que les avions volaient tous les deux à 11 275 mètres d'altitude et que pour une raison inconnue, ils étaient sur une trajectoire de collision. Normalement, les avions volent dans différents corridors aériens qu'on peut sommairement comparer à des autoroutes. Les appareils volant dans des directions opposées conservent généralement une distance minimum de 330 mètres. Entre Brasilia et Manaus, les réseaux de voies aériennes suivent une règle très simple. Les avions qui voyagent vers le nord conservent un niveau de vol de chiffre pair et ceux qui se dirigent vers le sud, un niveau de vol de chiffre impair. Étrangement, le Legacy et le 737 de Gaulle volaient dans le même corridor aérien, mais en direction opposée. Durant de longues minutes, les deux avions ont semblé suivre une trajectoire de collision. La théorie de la collision représente maintenant l'hypothèse numéro 1. Sur le site de l'écrasement, les militaires découvrent des indices appuyant cette théorie. L'aile gauche du 737 est récupérée. Les enquêteurs découvrent qu'elle a été brutalement sectionnée en deux. Aucun autre débris n'a été endommagé de cette façon. La nature particulière de l'entaille prouve qu'elle n'a pas été causée au moment de l'impact. Les dommages de l'aile gauche prouvaient que l'avion était entré en collision avec un autre appareil.
Une fois son aile sectionnée, le Boeing 737 a sans doute fait un piqué en spirale. Aucune manœuvre des pilotes n'aurait réussi à y mettre fin. Durant la chute en spirale, l'appareil s'est démantelé, éparpillant ses débris sur un vaste territoire. Mais c'est l'aile abîmée du Legacy qui convainc le colonel Ferreira du bien fondé de sa théorie. Sur l'aile du Legacy, on a retrouvé des traces de peinture provenant du Boeing 737. Considerada como da cor da aeronave, da Gol. La vitesse combinée des deux avions était de 1600 km à l'heure. À une telle vitesse, l'extrémité de l'aile du Legacy a facilement pu cisailler celle du 737. Rufino Ferreira sait maintenant ce qui a causé la tragédie, mais il ne comprend pas comment deux avions ont pu voler dans le même corridor aérien sans déclencher le moindre signal d'alarme. Les autorités savent maintenant qu'elles enquêtent sur un accident hors du commun. Une collision en plein vol est un événement très rare qui n'implique jamais des aéronefs ultramodernes flambant neufs. L'enquête se complique lorsque les experts analysent un document essentiel, le plan de vol du jet privé. Partout dans le monde, les plans de vol comportent les mêmes renseignements. Ils indiquent le numéro de vol et le niveau de vol ou altitude assignée. Selon le plan de vol du Legacy, il n'aurait pas dû voler à 11 275 mètres au moment de l'accrochage. Le document ordonnait aux pilotes de conserver cette altitude jusqu'à Brasilia, puis de redescendre à 10 970 mètres. Mais la collision s'est produite à 850 km au nord-ouest de Brasilia, bien après le changement de niveau de vol du Legacy. Pourquoi celui-ci n'a-t-il pas respecté son plan de vol? L'enquêteur Ferreira doit connaître les renseignements fournis aux pilotes par les contrôleurs aériens au moment de leur décollage de São José dos Campos. November 600 X-ray Lima, ATC permission for Manaus, flight level 370. Les directives transmises au Legacy par la tour de contrôle leur assignaient une altitude de 11 275 mètres jusqu'à Manaus, et les pilotes ont obéi à la consigne. Les contrôleurs aériens peuvent modifier le plan de vol d'un avion, car ils ont une meilleure connaissance du trafic aérien en temps réel. En quittant Manaus, le 737 a aussi obtenu l'autorisation de voler à 11 275 mètres. Des contrôleurs aériens ont assigné la même altitude à deux avions volant en sens opposé. Quand on a compris qu'on avait assigné la même altitude aux deux avions, on a décidé d'orienter l'enquête du côté des centres de contrôle aérien. Le colonel Ferreira écoute attentivement les conversations des contrôleurs aériens avec les pilotes du Legacy. L'enregistreur de conversation de poste de pilotage est devenu l'élément clé de l'enquête. À 15h50, on demande aux pilotes de changer de fréquence radio et de communiquer avec le contrôleur aérien responsable de leur vol. Decimal 1, I'm sorry, 12505, good day. Good day. Bien que le Legacy s'approche de Brasilia, personne ne s'interroge sur son niveau de vol. November 600 X-ray Lima, level 370, good afternoon. November 600 X-ray Lima. Au moment où le Legacy a survolé Brasilia à une altitude de 11 275 mètres, son plan de vol lui ordonnait de descendre à 10 970 mètres. Mais les contrôleurs aériens ont oublié d'en informer les pilotes. Et ils ont cru qu'ils devaient conserver la même altitude. Aucun avion ne devrait changer d'altitude sans recevoir des instructions claires du centre de contrôle. Afin de découvrir pourquoi l'ordre n'a pas été transmis, le colonel Ferreira s'intéresse ensuite à la technologie mise à la disposition des contrôleurs aériens du Brésil.
Can you call up the Legacy jet screen for me? Na tela radar, nós recebemos a informação de velocidade. L'altitude, la vitesse et le code de transpondeur de l'avion sont affichés sur l'écran radar. Alpha, que nós chamamos, que é o código transponder da aeronave para a identificação de cada aeronave. Chaque vol est identifié par un code qui permet aux contrôleurs aériens de le repérer. Sous ce code se trouvent deux chiffres distincts. Celui de gauche indique l'altitude actuelle de l'avion et celui de droite, l'altitude qui lui avait été assignée par son plan de vol. So here, the number changes to 360. Lorsque le jet survole Brasilia, le chiffre de droite qui représente l'altitude assignée s'est modifié. Le système informatique a effectué une mise à jour automatique. Selon son plan de vol, le 737 aurait alors dû descendre à 10 970 mètres d'altitude. Le système de contrôle de la circulation aérienne du Brésil est le seul à employer cette méthode. Ailleurs dans le monde, cette opération est faite manuellement. La modification effectuée par l'ordinateur a provoqué une erreur fatale. Peu habitué à gérer le nouveau système informatisé, le contrôleur aérien confond la nouvelle altitude assignée et l'altitude actuelle de l'avion. Le système informatisé a fait la modification pour afficher l'altitude assignée de l'avion, ce qui a fait croire au contrôleur aérien que le Legacy volait bien à 10 970 mètres. Les enquêteurs s'entretiennent avec le contrôleur aérien qui était en poste lorsque le changement d'altitude s'est effectué. It was shortly after that I went on break. Lucy Vando relieved me. Il avoue alors une erreur très grave aux autorités. You have 5 aircraft. The Legacy is at 360. Avant de partir, il confie ses vols à son remplaçant et lui indique l'altitude du Legacy. I believe it was at 360, and that's what I told you. Lorsque le nouveau contrôleur a remplacé son collègue, celui-ci a affirmé que le Legacy volait au niveau 360, conformément au plan de vol. En réalité, il volait à 11 270 mètres, directement dans la trajectoire du 737. Le colonel Ferreira analyse les transcriptions des conversations enregistrées à bord du Legacy et découvre que ses pilotes ont également éprouvé des difficultés. How much longer, guys? That's a good question, Ralph. Les pilotes semblent peu familiers avec certains des systèmes perfectionnés du Legacy. J'ai l'impression que les pilotes ont tenté d'apprendre le fonctionnement du système de bord durant le vol. Les enquêteurs découvrent également une rupture de communication. Brasilia, November 600 X-ray Lima, flight level 370, good afternoon. November 600 X-ray Lima. En écoutant une brève communication entre les pilotes et Brasilia, le colonel Ferreira remarque quelque chose d'inhabituel. Durant près d'une heure, les pilotes du Legacy n'ont communiqué avec aucun contrôleur aérien. Les pilotes ont passé 57 minutes sans entrer en contact avec le centre de contrôle aérien de Brasilia, un laps de temps énorme. Puis ils ont tenté à 12 reprises d'établir une communication, mais sans succès. Brasilia, November 600 X-ray Lima. Le copilote a essayé de communiquer avec Brasilia, mais n'a reçu aucune réponse. Brasilia, November 600 X-ray Lima. Il essaie ensuite d'autres radiofréquences inscrites sur ses cartes de navigation. Brasilia, November 600 X-ray Lima. November 600 X-ray Lima. Il établit le contact une seule fois, sans comprendre la communication embrouillée. 6 5. Sorry, say frequency one more time for November 600 X-ray Lima. Les deux pilotes et les contrôleurs aériens auraient dû trouver un moyen de maintenir une communication bilatérale. C'est une partie importante de leur fonction. Brasilia, November 600 X-ray Lima. Si les pilotes et les contrôleurs aériens avaient mieux communiqué, l'un d'eux se serait peut-être rendu compte que le Legacy volait dans le mauvais corridor aérien.
Lorsque le public apprend les erreurs commises par le centre de contrôle aérien, les autorités sont contraintes de modifier le système. Tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé dans la salle des commandes. En observant leurs écrans radars, les contrôleurs aériens auraient dû se rendre compte que les deux avions allaient entrer en collision. Le Brésil est l'un des derniers pays du monde dont le trafic aérien est encore contrôlé par l'armée. Tandis que les contrôleurs aériens sont pointés du doigt, plusieurs d'entre eux déclarent qu'ils sont mal entraînés et surmenés. Ils se sont plaints de leur mauvaise formation en anglais, la langue internationale de l'aviation civile, et ils se sont également plaints de leur équipement. Le contrôleur aérien qui avait mal transmis l'altitude du Legacy à son collègue était en poste depuis 1 an seulement. Toutefois, les enquêteurs ignorent toujours ce qui s'est passé durant les dernières minutes de vol du 737, car la mémoire numérique qui a enregistré les dernières paroles des pilotes est encore perdue dans la jungle amazonienne. Armés de détecteurs de métal, les soldats brésiliens ont passé l'immense site de l'écrasement du 737 au peigne fin. Ils espèrent encore retrouver la mémoire du CVR. Près d'1 mois après la tragédie, ils arrivent à leur fin. Le colonel Ferreira espère apprendre pourquoi les pilotes du vol GOL 1907 n'ont pas réussi à éviter la collision avec le Legacy. Go 1907. Contact Brasilia. ACC on 125.2. A good flight. Thanks very much, Brasilia 12.2. Goal 1907. Les pilotes n'ont reçu aucun signal d'alarme. Personne ne les a avertis qu'ils se dirigeaient droit vers un autre avion. Les pilotes d'avion comptent sur les contrôleurs aériens pour garder les autres appareils hors de leur trajectoire. Ils ont les yeux rivés sur leurs instruments de bord plutôt que sur le ciel. Compte tenu de leur vitesse, ils n'ont qu'à détourner le regard pendant quelques secondes pour rater l'approche d'un deuxième avion. Il n'y a eu aucun problème de communication et aucun malentendu entre les pilotes et les contrôleurs aériens. Tripulação e as mensagens dadas pelo controle de tráfego aéreo. Após a colisão, les pilotes ignoraient totalement ce qui venait de se passer, mais ils ont lutté jusqu'à la fin pour reprendre le contrôle de leur avion. Profissionais para manter a aeronave, para recuperar o controle da aeronave. Pendant moins d'1 minute, les pilotes luttent pour survivre. Mais c'est peine perdue. Mais pourquoi n'y a-t-il eu aucun avertissement? Les deux avions étaient pourtant équipés d'un dispositif de sécurité conçu pour prévenir ce genre d'accident. Le colonel Ferreira devra découvrir pourquoi il n'a pas fonctionné. Au début de l'enquête, des images radars inusitées lui ont fait croire que le Legacy volait de façon dangereuse au-dessus de l'Amazonie. Après avoir écarté cette hypothèse, Ferreira étudie à nouveau les images fluctuantes pour découvrir comment chacun des équipages a pu ignorer la présence d'un deuxième avion. Pour retrouver la dernière pièce du casse-tête, le colonel Ferreira étudie les images radars présentées aux contrôleurs aériens juste avant l'écrasement. Au lieu d'afficher simplement l'altitude assignée et l'altitude actuelle, le système informatisé avait inséré la lettre Z entre les deux chiffres. Lorsqu'un Z apparaît sur l'écran radar du contrôleur aérien, cela signifie que l'avion a perdu son transpondeur. Tous les aéronefs commerciaux sont équipés de transpondeurs. Tout comme une station radio, les transpondeurs diffusent de l'information sur l'altitude et le numéro de vol de l'avion. Les ordinateurs des contrôleurs aériens captent instantanément ces informations qui apparaissent ensuite sur leurs écrans radars. À Brasilia, un radar primaire prend automatiquement la relève en cas de défaillance du transpondeur. Il émet des ondes qui sont réfléchies par la cible, mais elles sont loin d'être précises. Le radar primaire indique seulement qu'un aéronef vole dans un espace aérien délimité. La différence entre son altitude réelle et les données du radar primaire peut représenter plusieurs centaines de mètres. Le manque de précision des données du radar primaire explique pourquoi l'altitude du Legacy semblait fluctuer dangereusement.
Les enquêteurs découvrent qu'avant la collision, le transpondeur n'avait pas envoyé de signaux depuis 50 minutes, ou plus. Mais les contrôleurs aériens n'en ont pas informé les pilotes. Ils n'avaient peut-être pas remarqué un changement aussi subtil. L'écran radar affiche la défaillance d'un transpondeur de façon plutôt discrète. Aucun voyant lumineux n'avertit les contrôleurs qu'un avion vole sans transpondeur. Le transpondeur joue un autre rôle essentiel. Il transmet de l'information aux contrôleurs aériens, mais aussi aux pilotes des autres avions. Tous les aéronefs commerciaux sont munis d'un système de surveillance du trafic et d'évitement des collisions, le TCAS. Le TCAS fournit la position relative des autres appareils volant à proximité de votre propre avion. Ce système capte le signal du transpondeur d'un autre avion et peut émettre un avertissement s'il y a un risque de collision. Mais si l'un des deux transpondeurs est désactivé, le système ne fonctionnera pas. What the hell is that? Le colonel Ferreira découvre que le transpondeur du Legacy fonctionnait au début du vol et après la collision, mais qu'il avait cessé de diffuser des données pendant plus de 50 minutes. Comment un jet ultra-moderne à peine sorti de l'usine a-t-il pu hériter d'un transpondeur défectueux? Parada de funcionamento de transmissão do transponder do Legacy. La défaillance du transpondeur a certainement contribué à cet accident. Para a ocorrência do acidente. E nós tínhamos... Il nous fallait découvrir pourquoi il était tombé en panne. O que causou essa interrupção no funcionamento? Les enquêteurs étudient la boîte de commande de transpondeur du Legacy et découvrent qu'elle n'en est pas à sa première défaillance. La même boîte de commande avait été montée sur un autre avion, puis retirée après une défaillance. Une fois réparée, elle avait été réinstallée à bord du Legacy avant qu'il ne soit vendu à XLR. Les enquêteurs décident de tester la boîte de commande, mais malgré son passé douteux, elle semble fonctionner normalement après l'écrasement. Now, this is the layout now on the standard one in the Legacy jet. Le colonel découvre que la conception du poste de pilotage du Legacy n'est pas très sécuritaire. Si le pilote utilise le repose-pied encastré pendant le vol, le bout de sa chaussure peut appuyer sur les boutons du transpondeur. Show me what it looks like in standby mode. Et lorsque le transpondeur est en mode attente, il échappe facilement à l'attention du pilote. There's no alarm? Seul un petit voyant jaune indique que le transpondeur est désactivé. Les pilotes n'ont peut-être pas remarqué le voyant, car il n'est pas relié au système d'alarme central. Mais les pilotes du Legacy ne se souviennent pas d'avoir utilisé le repose-pied. Still working out the kinks on how to work this flight management system. Time. Les enquêteurs croient qu'un des pilotes a pu désactiver le transpondeur par mégarde. No momento, o cenário provável. Il est fort possible qu'un des pilotes l'ait désactivé temporairement sans le vouloir, pendant qu'il se familiarisait avec les nouveaux systèmes du jet. Com os equipamentos de bord. Quelle que soit la raison de la défaillance, au moment critique, les pilotes ne disposaient d'aucune alerte auxiliaire susceptible de les prévenir de la collision imminente avec le vol 1907. Même si le TCAS du 737 était en marche, il n'a pu capter aucun signal du transpondeur désactivé du Legacy. Tandis que leurs avions suivaient une trajectoire de collision, les équipages techniques se croyaient en sécurité. À la suite de cet accident, le contrôle de la circulation aérienne du Brésil se transformera radicalement. Mais la période de transition ne sera pas de tout repos. L'enquête sur l'écrasement du vol Gol 1907 a révélé de graves lacunes dans le contrôle de la circulation aérienne du Brésil.
Brasilia, November 600 X-ray Lima, level 370, good afternoon. Deux avions ont obtenu la même altitude assignée dans le même espace aérien. Radar surveillance. Les contrôleurs aériens inexpérimentés de Brasilia ont oublié de donner l'ordre aux pilotes du Legacy de descendre à 10 970 mètres. You have 5 aircraft. The Legacy is at 360. Ils ont même confondu son altitude assignée et son altitude réelle. Encore plus grave, les pilotes du Legacy, qui connaissaient mal l'espace aérien du Brésil, n'ont pas été en mesure de communiquer avec les contrôleurs aériens. De plus, le transpondeur chargé de communiquer la position du Legacy aux autres aéronefs a cessé d'émettre des signaux, à l'insu des contrôleurs aériens de Brasilia. Keep calm. Keep calm. Un système conçu à grands frais pour empêcher les collisions n'a pas détecté deux avions engagés dans une trajectoire de collision. Uma série de erros, de falhas humanas ocorreram e onde as defesas. Dans cette affaire, les erreurs humaines se sont accumulées et tous les dispositifs de sécurité de l'aviation civile n'ont pas pu éviter la tragédie. Esses erros foram sendo uma a uma vencidas. Un mois après la catastrophe du vol Gol 1907, les contrôleurs aériens font la grève du zèle. Ils veulent afficher les lacunes du système à la face du monde. Lorsqu'ils se sont mis à suivre les règles, le Brésil a connu une véritable crise du transport aérien. À un moment donné, 40% des vols domestiques brésiliens prenaient un minimum d'1 heure de retard. Après la tragédie et la grève du zèle des contrôleurs aériens, les autorités modifient enfin les procédures. Au Brésil, l'industrie de l'aviation et le contrôle de circulation aérienne ont été transformés par cet écrasement. Les dirigeants de l'armée de l'air ont dû avouer qu'il manquait de contrôleurs aériens et ils doivent maintenant rendre davantage de comptes. À la suite de cette tragédie, l'autorité fédérale responsable de l'aviation civile, la FAA, émet deux recommandations. Les pilotes des jets Legacy devront dorénavant être informés qu'il est possible de désactiver le transpondeur simplement en utilisant le repose-pied du poste de pilotage. Et les fabricants devront équiper les systèmes TCAS d'un signal sonore qui avertira les pilotes dès qu'il sera hors circuit. Les contrôleurs aériens impliqués dans l'accident sont accusés de divers chefs d'homicide par imprudence. Mais la possibilité d'accusation criminelle les inquiète bien davantage. Aucun contrôleur aérien ne commence sa journée de travail avec l'intention de provoquer un accident. Les accusations criminelles ne feront que nuire aux enquêtes qui pourraient prévenir d'autres accidents. En blâmant les gens, on risque d'instaurer une culture du mensonge dans la profession. Les contrôleurs ne seront pas honnêtes, ils n'avoueront pas leurs erreurs et leurs défaillances. Bien des choses seront balayées hors de vue et, tôt ou tard, les mêmes problèmes ressurgiront. Plus de 2 mois après l'accident, l'équipage du Legacy est finalement autorisé à rentrer aux États-Unis. Joe et Jan ont eu du mal à quitter le pays. On a tenté de les retenir au Brésil en fabriquant une accusation criminelle de toutes pièces. En fait, on leur a dit qu'ils avaient compromis la sécurité de l'espace aérien du Brésil. While we are all grateful for the safe return of Joe and Jan and everyone aboard the Legacy, we are all saddened by this tragedy which took many innocent lives. Plus d'1 an après la catastrophe, le Legacy, rescapé d'une collision aérienne, se trouvait encore sur le même champ d'aviation au cœur de l'Amazonie. Son voyage inaugural s'était transformé en cauchemar à cause d'une véritable série de défaillances technologiques et d'erreurs humaines.